Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch de BFM TV. Aujourd'hui, on va parler des attentats du 11 septembre. Demain, ça fera 20 ans. Les États-Unis vont évidemment commémorer ces attentats les plus meurtriers de l'histoire. On va en parler avec Thierry Arnaud, parce que Thierry vivait sur place. J'étais correspondant à New York à l'époque. On va aussi en parler avec Pauline Simonet, c'est notre correspondante aux États-Unis. Elle est à New York en ce moment. Elle va nous raconter. Alors, envoyez-nous vos questions. On va essayer d'y répondre. Envoyez-nous aussi peut-être votre ressenti à l'époque, si vous vous en souvenez, parce que si vous avez plus de 30 ans, vous vous souvenez forcément de l'endroit où vous étiez ce mardi 11 septembre. Moi, j'avais 14 ans, c'était la rentrée de seconde, je m'en souviens très bien. J'avais passé une partie de l'après-midi et de la soirée hypnotisée par ces images. Je viens de les revoir pour préparer ce Twitch, elles sont toujours aussi hypnotiques. Thierry, toi, t'étais où à 8h46, au moment où le premier avion touche la tour nord? Et j'étais à mon bureau, donc comme tu le disais, je suis correspondant à l'époque du journal La Tribune. Je vis à New York depuis 3 ans, et donc c'est l'heure à laquelle à peu près j'arrive à mon bureau de journaliste de presse écrite, et à ce moment-là, en fait, évidemment, totalement inconscient de ce qui est en train de se passer. Mon bureau se trouve, pour ceux qui connaissent Manhattan, vraiment Midtown, quoi, c'est-à-dire juste à côté de la gare centrale, 42e rue et Lexington. Donc je suis tranquillement installé à mon bureau en train de lire les journaux et de commencer ma journée. J'ai une télévision mais que je n'ai pas encore allumée. Et quelqu'un de ma famille qui séjourne chez moi m'appelle et me dit les avions, la tour. Et donc j'allume la télé, et à ce moment-là, on est encore au début de la tragédie. C'est-à-dire que le premier avion vient de taper Mais la première tour, la tour nord. est-ce que à ce moment-là, tu penses à un attentat ou pour toi c'est un accident? Non, parce que les premières minutes de la couverture par les médias américains, ils nous disent, voilà, un avion a percuté la tour, mais on pense que c'est un petit avion de tourisme, en fait, peut-être un accident, une faute de pilotage. Et donc, dans les premières minutes, au moment où la tour nord est frappée, on ne prend pas du tout la mesure de ce qui est en train de se Mais passer. alors du coup, si je comprends bien, tu penses que c'est un petit avion et sur le moment tu fais pas grand-chose. Enfin, tu continues ta journée comme si de rien n'était? Oui, exactement, on regarde, mais après ça va très vite, puisque je crois que c'est 8h46, hein, local, Mhm. tu le disais, de mémoire, et je crois que la deuxième, c'est à peine une demi-heure plus Oui, tard. oui. La Euh, deuxième, c'est 9h03, donc Voilà, un quart d'heure. voilà. Et donc on se rend compte, parce que là, en plus, on a commencé à filmer, et il y a les images. Donc très vite, on voit les images de cet avion de ligne qui vient percuter la tour sud. Et est-ce que Et, du coup tu vas voir, est-ce que tu vas sur place? non, parce que en fait, très vite, il faut essayer à la fois de gérer ses obligations personnelles et professionnelles. Donc, ce qui se passe, c'est que déjà, on essaie de comprendre ce qui se passe. Moi, je suis à peu près à 5 km de distance, donc j'essaie d'abord de faire mon travail de journaliste, c'est-à-dire de comprendre l'événement, d'essayer de voir comment on va le couvrir. Et puis derrière, il y a une dimension personnelle, parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer. On ne connaît pas bien la mesure. J'ai des enfants à l'école. Enfin voilà. Et donc très vite, on va nous demander de quitter. Je ne suis pas dans un étage très élevé, mais enfin je suis dans un immeuble qui est une tour à New York. Et donc toutes les tours de New York sont évacuées, et on nous demande de rentrer chez nous. Et donc je quitte mon bureau, et là on se retrouve dans la rue dans l'avenue Lexington. Et évidemment, plus rien ne fonctionne, c'est-à-dire il n'y a plus de téléphone, on peut pas s'appeler, ni sur New York, ni ailleurs. Il n'y a plus du tout de transport en commun. Il n'y a plus de Mhm. bus, il n'y a plus de métro, il n'y a plus rien. Et donc tout le monde est en train de marcher à pied dans les rues. Et puis au bout d'un moment, tu vois les gens qui sont évidemment couverts on a tous ces images en tête, hein, qui sont couverts de poussière, complètement hagards, et qui remontent à pied depuis le sud de Manhattan, parce que, encore une fois, il n'y a plus de transport en commun, et chacun essaye de rentrer chez lui ou chez elle comme il ou elle Alors peut. attends, je te coupe parce qu'on a une question de Tupac qui demande est-ce que tu as entendu le bruit depuis ton bureau? Parce que Hmm. Midtown, c'est pas si loin. Non, j'ai pas entendu le bruit depuis mon bureau, parce que, voilà, comme on le sait, New York, c'est une ville assez bruyante. Je suis dans un bureau avec une fenêtre fermée à 5 km, donc on n'entend pas le bruit. Mais on a très vite les odeurs. On Ça voit sent évidemment. quoi? Ça sent une espèce d'odeur, évidemment, de brûlé, de plastique brûlé, de caoutchouc brûlé, et on la sent très loin. C'est-à-dire que moi, quand je vais rentrer chez moi, je vais encore faire 30 blocs vers le nord. Donc je suis à 7-8 km de là où ça s'est passé. Dans l'appartement où j'habite,
Là, pour le coup, je suis sur un étage très élevé. J'habite au 38e étage et de ma fenêtre, qui donne sur le sud de Manhattan, je vois évidemment cette fumée noire qui monte et on a ces odeurs, Alors, terribles. la fumée, on va essayer de la montrer parce que moi, j'ai des questions à te poser autour de cette fumée. Voilà, je vais essayer. Je débute dans Twitch, donc j'essaye. Voilà, on la voit, mais surtout, la fumée, ça va devenir énorme, voilà, au moment où les tours vont s'effondrer, parce qu'il y a tout un nuage de fumée qui va rentrer dans Manhattan. Est-ce que ça, tu l'as vécu? Est-ce que tu l'as vu? Oui, ça, on le vit, on le voit et j'allais dire, on le sent pendant des jours, puisque cette odeur, cette fumée qui s'est répandue, on en reparlera d'ailleurs peut-être tout à l'heure, mais à côté de cette tragédie de l'attentat, il y a aussi un scandale sanitaire absolument gigantesque, puisque tous ceux qui vont intervenir sur le site, alors déjà il y aura évidemment des centaines de morts parmi les policiers, les pompiers, etc. évidemment, mais au-delà de ça, tous ceux qui vont intervenir vers le site, en tout cas, je lisais il y a quelques jours encore que les 3/4 de ceux qui sont intervenus souffrent d'une maladie chronique, souvent un cancer, souvent une maladie respiratoire. C'est très grave et évidemment, quand je revois ces images bouleversantes, on a ce même sentiment d'incrédulité, c'est-à-dire que même après que les avions aient percuté les tours, pendant quelques minutes, ça ne va pas durer longtemps avant qu'elles s'effondrent, mais la structure est intacte et on ne pense pas que c'est possible qu'elles s'effondrent, ces tours. C'est sur un étage, ce sont sur des étages élevés dans les deux cas et on pense que ça va être terrible. Qu'il va y avoir évidemment des centaines de morts, mais on ne pense pas que les deux tours vont s'écrouler. Alors c'est ce qui va se passer. Et ce qui est dingue, c'est que je te voyais regarder les images là, c'est que 20 ans après, on est vraiment encore scotché. Est-ce que vous souvenez de ce moment, de ce 11 septembre, ou peut-être, si vous n'étiez pas né ou un peu trop jeune, est-ce que comment on vous en a parlé? N'hésitez pas à partager tout ça avec nous, parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions pour le moment. Alors, là, j'ai une question de Jimin78. Comment tu te sentais ce jour-là? Quelles ont été tes émotions? Est-ce que tu as eu peur, par exemple? Oui, on a peur. Alors, d'abord, c'est étrange la mémoire, parce que, tu vois, je me souviens très bien de tout ce qui a précédé. Je me souviens de comment j'étais habillé ce jour-là. Je serais incapable. T'étais habillé comment? J'avais une chemise plutôt couleur bordeaux, un pantalon beige, des chaussures en lin. Je serais incapable de dire comment j'étais habillé avant-hier, mais j'ai une idée. Je sais extrêmement précisément, y compris jusqu'à la couleur de la ceinture, de quelle manière j'étais habillé le 11 septembre. Et le mois de septembre à New York, c'est un mois absolument radieux. C'était mon mois préféré de l'année, en fait. C'est l'été indien, il fait encore très beau, mais en même temps, il y a une espèce de douceur dans l'air, etc. Et ce matin-là, je me lève, il fait un temps magnifique, donc je décide d'accompagner mes enfants à pied à l'école parce qu'il fait très beau, j'ai envie d'en profiter. Je marche tranquillement pour aller au bureau et on se prend ce truc dans la figure absolument insensé. Donc oui, on a peur pourquoi? Parce que on comprend que c'est un attentat, terrible, mais à mesure que les minutes défilent, le scénario devient de plus en plus épouvantable. C'est-à-dire qu'il y a un avion qui rentre dans la première tour, puis un avion qui rentre dans la deuxième tour, puis on apprend qu'il y a d'autres avions qui ont été détournés, mais on ne sait pas combien. Oui, il y a eu cette période d'incertitude où effectivement tu devais être terrifié. Voilà, et là tu te dis mais où ça va s'arrêter? Ensuite on apprend qu'il y a un avion qui est entré dans le Pentagone, ensuite on apprend qu'il y a un avion supplémentaire qui s'est écrasé en Pennsylvanie. Entre-temps, il y a ces images dont on se souvient tous, en tout cas tous ceux qui l'ont vécu, hallucinante du président Bush qui se trouve à l'époque, à ce jour-là, en Floride. Ah ouais, je peux vous la montrer, cette photo. On va la regarder dingue. Parce que... Et là, voilà, c'est Andrew Card qui est le Chief of Staff, donc le secrétaire général de la Maison-Blanche, le bras droit de George Bush, qui lui dit, le pays is under attack, voilà, America is under attack. Il lui dit, voilà, on est attaqué, on est victime d'un attentat, et là, George Bush, on voit cette espèce de sidération du regard du président des États-Unis à qui on est en train d'apprendre la nouvelle. Donc, tout ça, je poursuis d'une phrase pour te dire, la question est comment est-ce que tu ressens? En fait, tu es terrifié, tu ne sais pas où ça s'arrête. Et dans le cas de George Bush, donc il est dans cette école, on l'extirpe évidemment immédiatement. Et comme manifestement les plus hautes autorités militaires américaines elles-mêmes ne savent pas ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? On le met dans Air Force One, il décolle.
et on ne sait pas où il est. Et donc, tu es là en train d'être le témoin de ce truc, et on te dit on ne sait plus où est le président des États-Unis. C'est indescriptible comme. Mais alors justement, il y a Louis Ovrard qui nous demande quelle est l'ambiance quelques heures après la tragédie dans la soirée. Est-ce que tout le monde était KO? Oui, à New York. Oui, c'est un état de sidération, mais en fait, la ville n'est plus la même. Voilà, quelques heures après. C'est-à-dire que New York, comme tu le sais, c'est la ville qui ne dort jamais, c'est la ville où il y a toujours du bruit, de l'activité, des embouteillages, des trottoirs bondés, des magasins ouverts 24 heures sur 24, l'épicerie en bas de chez toi où tu peux aller à 3 heures du matin si tu as envie. Il se passe toujours quelque chose. Voilà. Et là, d'un seul coup, il ne se passe plus rien. Les rues sont vides, il n'y a plus une voiture qui roule, il n'y a plus une personne qui marche dans la rue. Et cette ville qui vibre en permanence, qui est toujours bruyante, elle est silencieuse. Et mon souvenir des heures qui suivent, c'est ça, c'est le silence et les villes vides. Et là, tu te dis, c'est une ville morte d'un seul coup. New York est devenue une ville morte. Et alors, Spartacus nous demande quand et quels événements terroristes ont connu les États-Unis avant le 11 septembre. Est-ce que justement c'est parce qu'il n'y avait rien de comparable que ça a été si choquant? Oui, c'est une très bonne question. En fait, évidemment, il n'y a rien de comparable à cette échelle. Et c'est la première fois que les États-Unis sont attaqués sur le continent. Voilà. Avant, il y a eu le seul précédent historique auquel on peut penser, même s'il n'a rien à voir, c'est Pearl Harbor. Mais sinon, la sidération est d'autant plus forte que c'est la première fois de l'histoire des États-Unis qu'un attentat de cette ampleur a lieu sur le territoire américain. Et donc, New York et les États-Unis de manière générale se découvrent une vulnérabilité que personne n'imaginait. C'est-à-dire, on avait le sentiment qu'en plus, on est à une époque où tout va bien pour les États-Unis, c'est la plus longue période de croissance économique après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'explosion d'Internet. Ils sont invincibles, en fait. C'est 10 ans après l'effondrement du mur de Berlin, donc la Russie, enfin le bloc communiste n'est absolument plus une menace, la Chine est loin d'être aussi puissante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc vraiment, les États-Unis, c'est la puissance mondiale ultra dominante pour laquelle tout va bien. Et je pense que le choc est d'autant plus violent que il y a un peu c'est une période qui est quand même un peu presque euphorique, quoi. Et d'un seul coup, l'Amérique se découvre une fragilité, une vulnérabilité. Tout le monde comprend que il y a quand même des défauts majeurs, c'est-à-dire qu'on n'avait pas su du tout anticiper une attaque, on n'avait pas su détecter les risques, on n'avait pas su détecter la menace terroriste, on n'avait pas su sécuriser le transport aérien. Enfin bref. On comprend très vite, dès les heures qui suivent, que si un attentat comme celui-là était possible, c'est parce qu'il a été précédé par des failles béantes dans le système de sécurité et de contre-espionnage américain, et que le pays est beaucoup plus fragile et beaucoup plus vulnérable que lui-même ne l'imaginait. Et Tupac se demande si tu as eu envie de rentrer en France tout de suite. Je me suis forcément posé la question parce que quand tu es en famille, voilà, tu te dis, voilà, moi j'avais emmené ma femme et mes enfants à New York parce que voilà, c'était vraiment être correspondant aux États-Unis, j'en rêvais depuis des années et donc je m'étais vraiment battu pour avoir ce job et j'étais très heureux de l'avoir et depuis 3 ans, c'était vraiment une vie professionnelle absolument géniale. Mais après, tu te dis, voilà, j'ai emmené ma famille dans une zone de guerre parce que c'est ça que New York devient le 11 septembre. Donc oui, tu te poses forcément la question. Alors, on a dit beaucoup de choses après ces attentats. Il y a eu énormément de théories du complot. Ça a presque été un tournant, en fait, le 11 septembre, en ce qui concerne les théories du complot, parce que c'était aussi l'avènement d'Internet. Et qu'est-ce que tu penses de tout ça? Pourquoi il y en a eu autant? Parce que je pense que, si tu veux, l'événement est tellement énorme que quelque part, il suscite nécessairement, j'allais dire presque logiquement, une forme d'incrédulité. C'est-à-dire qu'imaginer que mettre l'Amérique à genoux, c'est aussi simple qu'avoir une bande de fanatiques avec des cutters dans la poche qui montent dans un avion et qui vont l'écraser dans une tour. Quelque part, le début du raisonnement n'est pas totalement irrationnel, se disant c'est pas possible que ça soit aussi simple, quoi. Oui. Et donc derrière, si ça s'est produit,
c'est Allez, forcément qu'il y a quelque chose derrière qui est vous voulez, beaucoup plus sinistre et beaucoup plus grave, quoi. Voilà, et qui relève de la manipulation. Alors, on va reparler des théories du complot dans un instant, mais on a reçu un appel. Ouh là là, alors j'arrive pas du tout à faire ce que je voudrais faire, mais je vais y arriver. On a reçu un appel de Pauline Simonet. Alors, Pauline Simonet, hop, est ici, c'est bon, je l'ai. Salut Pauline, salut. je fais la transition, ça y est, tout le monde te voit, comment ça va? Il fait quel temps à New York aujourd'hui? Il est quelle heure là pour toi? Il est 9h moins le quart, 9h15. Il Il est fait 9 quel heures, temps? exactement 9h15, et en fait, il fait un peu le temps qu'il faisait le 11 septembre 2001. Autant hier, ça a été une journée de pluie, une journée sombre, et aujourd'hui, c'est vraiment ce ciel bleu de l'été indien, en fait, qu'on a l'habitude de voir à New York en cette période, et c'est ce ciel limpide, hein, quasiment sans un seul nuage, et il fait pas trop chaud, et donc c'est une très belle journée qui s'annonce à New York. Alors, New York s'apprête à commémorer demain les 20 ans des attentats. Comment ça va se passer? Il va se passer quoi à New York? Eh bien, l'essentiel des cérémonies, hein, ce sera autour de ces deux grands bassins qui marquent désormais l'endroit où étaient avant les tours jumelles. Et comme chaque année, on va avoir des proches, des familles de victimes qui vont tour à tour réciter les noms des quelques 3000 personnes qui sont mortes dans ces attentats. Tout ça, ça va se faire en présence du président Joe Biden, qui va arriver tout à l'heure ce soir à New York. Il va passer la nuit à New York, et puis il n'y aura pas de discours, hein, pas de discours de responsable politique. Ça, les familles ne veulent pas que la politique s'en mêle. Donc c'est vraiment au cœur, ce sont les proches des victimes. Pas de discours de Joe Biden, mais lui, Joe Biden, qui va se rendre ensuite en Pennsylvanie et puis à Washington, là où qui a été frappé pendant ces attentats, pour d'autres cérémonies, mais il a enregistré une vidéo. Il y aura un message vidéo qui sera diffusé à la télévision et puis aussi sur les réseaux sociaux, mais donc pas de discours ici à New York. On veut vraiment un moment de recueillement. En fait, il y aura aussi des minutes de silence à chaque fois qu'un avion s'était abattu sur les tours, mais également dans les deux autres endroits qui ont été frappés, donc des minutes de silence. Et puis ça se terminera à la fin de la journée, à la nuit tombée, par un hommage en lumière au cœur de New York, au World Trade Center, hommage à ces tours qui se sont effondrées et bien sûr aux victimes des attentats. Alors, Pauline, reste avec nous. Il y a Louis Ovrard demande à Thierry, qui était sur place, est-ce que ça a changé quelque chose dans la mentalité des New-Yorkais, dans la ville et dans les mois qui ont suivi? Alors oui, ça a changé beaucoup de choses, mais ça a suscité des réactions qui ont évidemment été très, très variables. Voilà. Moi, je reste très profondément touché et ému par l'espèce de résilience des New-Yorkais, c'est-à-dire la façon dont ils ont refusé de céder à la peur, de changer leur façon de vivre. Je me souviens, voilà, par exemple, quelques semaines plus tard, il se trouve que moi j'aime bien le baseball. Le premier match que je suis retourné voir à Yankee Stadium, où le stade était absolument bondé, il y avait une ambiance phénoménale, le stade était plein à craquer, alors que on se demande dans les semaines qui suivent si c'est ça qui est profondément angoissant, c'est-à-dire qu'on se demande si le 11 septembre, c'est le 11 septembre point barre, ou si c'est le début de quelque chose. Si en quelque sorte les terroristes ont dans un premier temps tapé pour totalement désorganiser l'appareil sécuritaire américain et le système de défense et créer une sorte de panique, pour derrière taper encore plus fort. Et il y a toutes ces théories, ces spéculations sur l'arme bactériologique, sur quelqu'un qui viendrait dans une gare détonner un sac à dos avec une bombe nucléaire dedans. Et on vit avec cette menace quotidienne. Et puis dans les jours qui suivent, il y en a une autre qui là pour le coup est une menace réelle, même s'il s'avérera qu'elle n'a rien à voir avec les terroristes, qui est l'anthrax. C'est cette poudre blanche qui arrive dans les courriers. Et donc là, dans les semaines qui suivent, non seulement tu es dans l'angoisse d'un nouvel attentat, mais en plus, tu regardes ton courrier. Si quand je rentrais chez moi le soir et que j'ouvrais ma boîte aux lettres, tu n'as plus le droit à ce moment-là à New York d'ouvrir ton courrier en bas de ton immeuble. Il faut soit aller dehors, soit montrer dans ton appartement pour ouvrir tes enveloppes et espérer qu'il n'y a pas une poudre blanche dedans. Donc tout ça, évidemment, génère une psychose à laquelle personne n'échappe. Ça paraît complètement fou. Mais du coup, Pauline, là on parlait des mois qui ont suivi les attentats. Toi, aujourd'hui, aux États-Unis, tu vis aux États-Unis. Est-ce que tu as le sentiment que les Américains ont tourné la page? Est-ce qu'ils en parlent encore beaucoup du 11 septembre ou bon, c'est terminé?
Alors évidemment, en ce moment, puisqu'on est à la veille de ces commémorations, les Américains en parlent beaucoup. Dès que vous évoquez ce dossier, effectivement, il y a cette émotion, que vous soyez à New York, que vous soyez à Washington aussi, parce qu'en fait, dans toutes les villes aux États-Unis, on a vécu évidemment en écho ce traumatisme. Donc les habitants de Washington aussi, à un moment où cet avion s'est abattu sur le Pentagone, il y a eu ces heures pendant lesquelles tout le monde était suspendu à ce qui pouvait se passer. Donc effectivement, 20 ans plus tard, à la fois évidemment que ça reste un jour extraordinairement noir de leur histoire, mais à la fois on avait rapidement tourné la page, que ce soit à New York, où d'ailleurs la ville elle se régénère, hein, ça a évolué extrêmement vite, c'est une ville très jeune et on estime, hein, ce sont des chiffres un peu difficiles à évaluer, 60% des habitants de New York aujourd'hui n'étaient pas là au moment du 11 septembre. Pour la jeunesse également, hein, quand vous parlez aux jeunes, ils savent ce que c'est, ils l'ont appris au cours d'histoire, mais ils ne sont plus traumatisés. Ce qui est un gros traumatisme, ce sont ces deux guerres, hein, en Irak, en Afghanistan, traumatisme par le nombre de soldats américains qui sont morts, hein, près de 7000 soldats américains qui sont morts, et puis ce retrait chaotique qui a vraiment gâché en quelque sorte ces commémorations du 11 septembre, où on espérait effectivement, et du côté politique, mais aussi chez les Américains, c'était l'idée de symboliser une page qui est tournée, on a quitté l'Irak, l'Afghanistan, et bien finalement ça s'est terminé dans le chaos. Donc il y a aussi, hein, quand je parle aux gens, beaucoup de colère, d'incompréhension puis d'incertitude du coup sur la suite, avec ce bilan catastrophique pour les talibans qui sont revenus au pouvoir en Afghanistan. Ça revient beaucoup dans des conversations avec les Américains. Alors il y a une autre question que je voudrais vous poser à tous les deux. Ces attentats ont changé une chose pour nous aussi, dans notre quotidien, si on voyage, c'est qu'on ne voyage plus, on ne prend plus l'avion comme avant. Et moi, je me souviens quand même d'une période où on pouvait monter dans l'avion avec sa bouteille d'eau, où on n'était pas complètement fouillé. Et même aux États-Unis, on pouvait aller jusque devant la porte de l'avion, on pouvait accompagner ses proches. Il y a même presque. Dans certaines circonstances où les pilotes autorisaient un enfant ou quelqu'un à rentrer dans le cockpit pour assister à l'atterrissage ou au décollage. Donc on a ça effectivement modifié de façon durable et malheureusement sans doute permanente la façon dont on prend l'avion. C'est devenu beaucoup plus pénible que ça l'était évidemment avant ces attentats. Et ça, pour le coup, c'est un changement qui a perduré et qui est évidemment la conséquence du 11 septembre. Je vois que Jimin78 demande si BFM va retransmettre la cérémonie d'hommage dont nous parlait Pauline tout à l'heure. La réponse est oui, ce sera demain après-midi. D'ailleurs, Pauline, toi, tu seras sur place pour nous faire vivre cette cérémonie. Oui, effectivement, hein, sur place à Ground Zero, hein, ça se passe chaque année exactement au même endroit. Et c'est un site qui est assez impressionnant, hein, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voyager à New York. Hein, ces deux immenses bassins qui ont la taille exactement de ces deux tours jumelles. C'est comme deux immenses piscines. Et à la fois, c'est impressionnant parce que c'est presque une piscine, un trou noir dans lequel on a envie de plonger, de sauter. On sait que c'est à cet endroit-là où il y a au total 3000 personnes qui ont perdu la vie. Et en même temps, c'est un site extrêmement paisible et il y a beaucoup de monde, hein, beaucoup de passages. Et je parlais à plusieurs personnes hier, une femme qui a perdu son frère dans l'une des tours, qui était au 104e étage d'une tour et qui n'a toujours pas été identifiée parce qu'il y a encore 40% des personnes qui n'ont pas pu être identifiées. Le travail d'identification continue, hein. Il y a eu 2 personnes cette semaine qui ont pu être identifiées, mais donc pour cette personne qui elle m'expliquait qu'elle venait là, sur ce site où auront lieu donc les commémorations, où ont lieu chaque année les commémorations, qu'elle y vient très régulièrement. C'est comme la tombe de son frère, mais de 3000 autres personnes également. Donc Thierry, pourquoi ça a été si compliqué l'identification des victimes ? Malheureusement parce que les victimes n'étaient pas en état d'être identifiables. Elles étaient sous les décombres, elles étaient malheureusement, les corps étaient souvent décomposés. Pour ne pas dire plus que décomposés. Il y avait évidemment les gens qui étaient dans les avions, il y avait tous ceux qui étaient dans les tours, dans les étages supérieurs, là où l'avion les avions ont frappé, et puis il y a tous ceux qui ont choisi de se défenestrer plutôt que d'attendre et de brûler. Justement, on va regarder, je voulais vous montrer ces évidemment, photos qui sont évidemment très très choquantes. Elles sont évidemment épouvantables puisque... Pauline, tu es toujours avec nous, hein. Je te mets en plus petit. Là, on est en train de regarder ces images terribles de ces personnes qui se sont jetées. Oui, ça c'est...
Et ça reste vraiment le souvenir le plus horrible, hein, pour que ce soit pour les personnes qui se trouvaient autour, en bas, qui sont sorties de justesse, et pour les pompiers aussi. Je parlais à des pompiers, des secouristes qui étaient sur place très rapidement. Et la vision de ces corps, alors ils n'ont pas été retransmis évidemment tous à la télévision, heureusement, mais seulement la vision de ces corps et le bruit que le choc de ces corps humains faisait par terre, et il y en avait beaucoup, qui reste un traumatisme immense pour notamment ces pompiers, ces secouristes qui sont morts d'ailleurs très nombreux eux aussi dans les tours, hein, près de plus de 340 pompiers qui sont décédés. Oui, ces images, elles sont glaçantes. Mais on va peut-être pas d'ailleurs les regarder trop longtemps. On va pas les garder trop longtemps à l'antenne. Mais je crois d'ailleurs que c'est un sujet un peu tabou aux États-Unis, hein, ces suicides, que les Américains ne veulent plus trop en parler. C'est absolument terrible, puisque en fait, si tu veux, on peut dire au passage que le musée de Ground Zero est absolument formidable et extraordinairement émouvant, pas seulement pour ceux qui, comme moi, l'ont vécu, je pense, mais ce qui est absolument terrible, c'est que la quasi-totalité de ces victimes se sont vues mourir. Évidemment, ceux qui étaient dans les avions, qui ont compris au fur et à mesure ce qui allait se passer. Ceux qui sont au-dessus de l'impact de l'avion et qui se rendent compte à mesure que les minutes puis les heures passent que personne ne pourra venir les sauver. Il y a notamment beaucoup de gens qui sont allés se réfugier sur les toits en pensant que des hélicoptères pourraient venir au-dessus des tours et les récupérer et aller les chercher. D'ailleurs, c'est ce qu'on se disait spontanément quand on les voyait. En réalité, avec la densité de la fumée, voilà, c'était malheureusement impossible. Et en réalité, ce bilan épouvantable, il aurait pu être bien plus terrible, parce que il faut se rendre compte que dans les tours telles qu'elles étaient à l'époque, tu peux avoir, et il y avait ce matin-là, je crois, environ 15 000 personnes. Donc il y a eu 3 000 victimes. Ça veut dire que pour la partie inférieure des tours, avant qu'elles ne s'effondrent, le processus d'évacuation a quand même été efficace et a permis de sauver des milliers de vies. Malheureusement, tous ceux qui étaient au-dessus de l'impact n'avaient pas de solution pour s'échapper. Oui, d'ailleurs, il y a quelque chose auquel on ne pense pas. J'ai écouté un podcast avec des témoignages récemment. Un Français qui était dans l'une des tours a expliqué qu'il mettait 1 minute par étage pour évacuer. Imaginez si vous êtes au 60e étage, ça fait 1 heure pour descendre de la tour. Je voudrais qu'on parle d'autres victimes, celles qui sont venues après, parce qu'il y a eu ce monstre, ce nuage de poussière. Thierry, ça a duré combien de temps, ce nuage de poussière au-dessus de New York? L'odeur, on l'a eu pendant des semaines. L'odeur, on l'a eu pendant des semaines. La nuage de fumée pendant des jours. Donc ça a été évidemment très long, et il faut appeler les choses par leur nom. Ce qui s'est passé à ce moment-là d'un point de vue sanitaire est un scandale absolu, parce qu'on a laissé les gens intervenir sur zone sans équipement de protection, parce qu'on a menti, c'est-à-dire que tous les jours on t'expliquait que l'agence de protection de l'environnement américaine effectuait des prélèvements de la qualité de l'air et qu'il y avait aucun problème pour la santé, que c'était absolument pas dangereux, etc. Et alors qu'évidemment, il s'est avéré que c'était absolument faux et qu'il y a eu des maladies absolument tragiques. Et ce scandale sanitaire est ensuite devenu un scandale politique, puisqu'il a fallu se battre pendant des années pour que les gens, et vous connaissez les limites du système de santé aux États-Unis, pour que ces gens qui sont intervenus avec un courage absolument incroyable pendant des jours entiers pour essayer de sauver tout ce qui pouvait l'être, même si c'était désespéré, eh bien on les a laissés souvent sans couverture santé, sans prendre en charge des factures qui étaient absolument gigantesques. Et donc il a fallu des années de combat au Congrès, mené notamment par un animateur de télévision connu aux États-Unis qui s'appelle Jon Stewart, qui a accompagné ce combat et qui n'a abouti que finalement assez récemment, des années après, pour qu'enfin tous ces gens qui s'étaient littéralement sacrifiés puissent être pris en charge. Oui, j'ai parlé justement, je voulais, pardon, oui, vas-y. Revenir là-dessus, je parlais justement à un pompier hier
Richard Batista, qui a été diagnostiqué d'un cancer de la thyroïde en 2017. Alors lui, heureusement pour le combat pour recevoir des aides du gouvernement, il avait été fait pour lui, puisque à partir de 2010, ça s'est arrangé. Donc, mais il expliquait que c'est terrible parce que vous mettez beaucoup de temps pour vous remettre de ce traumatisme, de ce choc. Et puis, quand on lui a diagnostiqué ce cancer, alors heureusement, il a été opéré. Pour l'instant, il est en rémission. Mais il expliquait que c'est comme s'il y avait aucune fin à ce drame, en fait. On pense tourner une page. Et puis, on a dit des collègues qui sont morts de ces cancers. Il y a, je pense, au total 14 000 personnes pour l'instant qui sont diagnostiquées, qui ont été atteintes de cancer ou de maladies, des poumons ou d'autres maladies. Alors comme beaucoup d'Américains, finalement, ils n'étaient pas forcément très remontés contre les autorités pour le fait qu'ils ne portaient pas de masque ou de protection. Il y avait une espèce de fatalisme, de fatalité. Mais c'est vrai qu'il faut imaginer le traumatisme que c'est après avoir vécu le 11 septembre, continuer avec ces séquelles sans fin de la maladie. D'ailleurs, en parlant de ces séquelles, on peut peut-être montrer cette photo, la photo de cette femme qu'on a beaucoup vue. C'est une photo très marquante à l'époque. Elle s'appelle Marcy Borders. Elle est morte en 2015, elle avait 42 ans. Elle a eu un cancer. Peut-être ou probablement lié à toutes ces fumées. Pauline, est-ce que tu as des séries, des docs à nous conseiller qui seraient sortis récemment aux États-Unis sur les attentats? Alors, y a une série qui est sortie sur Netflix, tout simplement en 5 épisodes, et qui est extrêmement bien faite parce que ça concerne évidemment les attentats eux-mêmes du 11 septembre. On revoit le parcours des terroristes, des pirates de l'air. Mais ce qui est très important, c'est justement de montrer l'impact, à quel point ça a transformé l'Amérique et le monde. On montre très bien dans ces 5 épisodes, 5 fois 1 heure, comment la guerre en Afghanistan, puis ensuite la guerre en Irak a été déclenchée. Pourquoi ces erreurs ont été faites de faire 2 guerres en même temps, en parallèle, et pourquoi est-ce que l'administration Bush avait justement cette détermination finalement à renforcer plus le front irakien, ce qui a déstabilisé complètement le Moyen-Orient et qui a finalement abouti à encore plus de chaos dans cette région. Donc c'est vraiment un documentaire qui est passionnant pour pas seulement se concentrer sur le 11 septembre, mais sur avant également, parce qu'on dit à quel point il y avait des signaux avant. Oussama Ben Laden avait déjà déclaré depuis la fin des années 90 la guerre à l'Amérique. Il y avait eu ces attentats terribles également en Afrique, à Nairobi, et puis à Dar es Salaam en Tanzanie, contre des ambassades américaines. Donc vraiment, si on veut comprendre ce qui s'est passé avant, pendant et après, ces 5 épisodes de Netflix, ils sont assez édifiants. On le note, on saura quoi faire ce week-end. Merci beaucoup, Pauline. Je crois que la connexion Internet nous dit qu'il faudrait peut-être qu'on te laisse travailler et qu'on raccroche. Du coup, on te dit à bientôt. Merci, bon courage pour ces 2 jours pour cette journée de boulot demain. À bientôt. On va continuer ensemble, Thierry. Alors, je vais enlever tout ça. J'ai un peu de mal, moi, avec la technique. Tu t'en sors très bien. Du coup, est-ce qu'on peut parler de l'enquête? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on a su tout de suite qui avait fait ça? Comment s'est passée l'enquête aux États-Unis? Oui, on a su finalement assez vite ce qui s'était passé. On a su assez rapidement identifier les terroristes, le nom de Mohamed Atta, le leader, et celui qui... et donc, sauf erreur de ma part, dans le premier avion, en tout cas l'un des 2 qui part de Boston, est connu très vite, et les identifications sont effectivement interviennent assez rapidement et viennent du coup alimenter encore plus la sidération sur le thème. Mais comment est-ce qu'on a pu rater autant de signaux, quoi. Ces types qui arrivent, qui prennent des cours de pilotage, mais qui vont pas vraiment au bout, qui manifestement ne sont pas intéressés du tout par la question de savoir comment on décolle, on atterrit, mais juste comment on manœuvre. Enfin voilà, c'est toujours facile à dire effectivement rétrospectivement, mais ce qui est très frappant dans la mesure que les révélations arrivent, c'est effectivement,
la question qui revient en permanence, c'est comment est-ce qu'on a pu manquer autant de signaux, en fait, de ce qui était en train de se c'est peut-être ça préparer. aussi qui a alimenté toutes les théories du complot. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est sans doute, ça a sans doute contribué. Oui. Alors nous, en France, en ce moment, on vit un procès qui est très important, le procès du 13 novembre, d'autres attaques. Chez nous, cette fois, est-ce qu'il y a eu un procès pour le 11 septembre Alors, pour ces il attaques? n'y a pas eu, il y a un procès, puisqu'il se trouve que le procès, il a beaucoup tardé, que le principal responsable, cerveau présumé des attentats a été identifié, arrêté et emprisonné à Guantanamo. Et figure-toi que 20 ans après, eh bien, le procès n'est pas achevé et que d'ailleurs il a été interrompu pour des raisons sanitaires à cause de la crise du Covid. Il est toujours à Guantanamo et ces tout derniers jours, son procès vient de reprendre. Donc ça commence en ce moment. Alors non, ça a Ça commencé oui. avant la crise sanitaire. Oui, et ça continue. Et ça continue Oui. en ce moment. Guantanamo, je croyais que c'était terminé. Alors ça faisait partie des promesses de campagne de Barack Obama de fermer cette base, mais finalement ça n'a jamais été fait. Il n'y a plus maintenant je crois qu'ils sont une petite poignée de détenus, mais la base est toujours là, et en tout cas c'est là-bas que se tient ce procès. En quoi, selon toi, ces attentats ont changé le monde? Alors d'abord, ils ont si tu veux, mis en évidence la fragilité de l'Amérique, que l'Amérique elle-même ne soupçonnait pas. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça a été un choc parce que l'Amérique se pensait invulnérable, et ça a été un choc parce que même s'il y avait tous les signes avant-coureurs, les menaces et les attentats que décrivait Pauline à l'instant, pour l'Américain moyen, c'était absolument sidérant de découvrir qu'on pouvait détester l'Amérique à ce point-là, en fait. Et je me souviens très bien que j'étais très frappé pendant les jours et les semaines qui ont suivi, le nombre d'articles, de couvertures de magazines sur le thème « Mais pourquoi tous ces gens nous détestent ?» quoi. Il y avait un besoin d'explication, parce que le fait que... encore une fois, pour beaucoup d'Américains, on vivait dans un pays génial, qui allait très bien, la démocratie, la liberté, la prospérité, etc. Comment on pouvait détester un modèle comme celui-là, c'était juste incompréhensible, quoi, voilà. Donc, première partie, on découvre la vulnérabilité de l'Amérique. Ensuite, il y a évidemment un choc économique qui est très fort. Alors ça, c'est pas un changement permanent, mais on passe d'une période de prospérité, notamment aux États-Unis, à une période de crise et de récession. Voilà. Ensuite, il y a évidemment derrière les conflits en Afghanistan et en Irak, qui vont évidemment profondément déstabiliser le monde et commencer à bouleverser les équilibres géopolitiques. Et du coup, est-ce que ce qui se passe en Afghanistan en ce moment, ça a un lien avec ce qui s'est passé aux États-Unis le 11 oui, septembre? parce que c'est un lien direct, dans la mesure où la raison d'être initiale de la guerre menée par les États-Unis en Afghanistan, c'est de punir le régime taliban. Et de quoi est coupable le régime taliban aux yeux des États-Unis? C'est d'avoir abrité Oussama Ben Laden et Al-Qaïda, et lui avoir permis donc d'avoir cette base à partir de laquelle on notamment pu être organisés les attentats du 11 septembre. Alors, donc le retour des talibans au pouvoir 20 ans après les attentats du 11 septembre est effectivement symboliquement quelque chose de très amer pour les Américains. VD3X nous demande si les attentats ont démocratisé la surveillance de masse. Est-ce que immédiatement après, il y a eu des lois qui ont été promulguées pour surveiller Bien sûr. plus Alors, le territoire? La plus emblématique, c'est celle qu'on appelait le Patriot Act, qui a été d'ailleurs très controversé parce qu'il a été perçu comme étant évidemment une entrave aux libertés individuelles, et effectivement la surveillance des communications téléphoniques, voilà. Donc cette loi est allée très loin, elle a été très contestée, mais bien sûr, ça a été aussi une des conséquences du 11 septembre. Je ne vous trouve pas très loquace. Je n'ai pas énormément de questions. Alors, moi, heureusement que j'avais prévu des questions à poser à Thierry, mais allez-y, partagez, posez toutes les questions que vous voulez. On va essayer d'y répondre. On a une question de Lanzano. Est-ce que vous avez quelques-unes françaises à nous montrer du lendemain? Alors, on va essayer d'aller vous chercher ça. Toi, est-ce que Thierry, il y a des unes de presse qui t'ont marqué ce jour-là? Est-ce que tu en as gardé d'ailleurs?
Je crois que j'en ai gardé, ouais. Je crois que j'en ai gardé, mais en même temps, enfin, tu vois, que dire d'autre que, tu vois, ouais, il y a les photos des tours et les titres, voilà, il y avait un côté, j'allais dire, assez évident, quoi, dans ce que tu allais retrouver dans les journaux du lendemain. Et par conséquent, non, j'ai pas de souvenir particulier d'une une plutôt qu'une autre. Alors, moi, j'essaye de regarder si je les trouve. On m'a envoyé un lien, mais j'ai du mal à le retrouver. De ces unes de la presse, le lendemain du 11 septembre. Mais en plus, comment les journalistes ont travaillé, d'ailleurs les journalistes français, ils ont pu aller sur place? Alors, difficilement, mais on y est arrivé. Évidemment, nous qui étions sur place, tu pouvais évidemment essayer d'approcher. Après, c'est compliqué de travailler parce que, comme je te le disais, les communications téléphoniques, en tout cas dans les premières heures, sont complètement interrompues. Donc à l'époque, évidemment, par ailleurs, l'infrastructure, et notamment l'infrastructure broadband, etc., n'est pas aussi développé, donc les connexions Internet sont beaucoup plus fragiles, etc. Donc pour nous qui sommes des correspondants à l'étranger, c'est quand même un peu plus compliqué de travailler. J'étais en train de me dire, en repensant à ta question d'avant, que la raison pour laquelle tu te souviens pas forcément des journaux, c'est que tu n'avais pas de journaux. Tu vois, je veux dire, le New York Times qui arrive tous les matins sur ton paillasson, là n'arrive plus. Les kiosques à journaux n'existent plus non plus. Donc les jours, dans les jours qui suivent, les journaux n'existent pas. Ce qu'il faut imaginer, encore une fois, c'est la violence du changement de la ville. C'est-à-dire que cette ville qui ne dort jamais, qui devient d'un seul coup, je te le disais tout à l'heure, une ville vide. Et donc tu marches dans les rues, les trottoirs sont vides, tu arrives devant un abribus et ce que tu vois pendant des jours, ce sont toutes ces petites affichettes blanches d'avis de recherche qui sont partout dans Manhattan, où eh bien, les gens qui ont perdu un proche, un ami, etc. Voilà, et donc voilà, il y a ces avis de recherche qui sont placardés absolument partout. Et la première fois où je retourne travailler, donc je pars de mon domicile, je vais jusqu'au métro qui se trouve au coin de 68 et Lexington, qui est à une dizaine de minutes à pied de chez moi, et je tourne le coin de la rue, 70e, je pense. Je tourne dans Lexington et là, je vois de l'autre côté de la rue un char qui rentre et qui descend l'avenue. Et là, il y avait des chars d'assaut dans les rues de Manhattan. Alors qu'on voit plutôt des limousines. Oui, et donc pendant quelques jours, les rues sont vides. Tu as des véhicules militaires, tu as les avions de l'US Air Force qui patrouillent qui tournent en rond, qui font des cercles autour de Manhattan. Parce qu'encore une fois, comme je te le disais, l'angoisse profonde, c'est de se dire, est-ce que ces attentats du 11 septembre, c'est le début de quelque chose? Est-ce qu'on a mis les défenses du pays à genoux pour derrière, une fois que ces défenses étaient complètement désorganisées et affaiblies, taper encore plus fort? Et où est-ce que ça va s'arrêter là? Et c'est là où le traumatisme est évidemment vécu très profondément par tout le monde. Moi, j'ai des amis qui, tu vois, pour te donner cet exemple, j'ai un couple d'amis américains qui, à la suite d'eux et à cause du 11 septembre, a divorcé. Parce que lui considérait qu'on avait attaqué New York, il était new-yorkais, et que par conséquent, on restait à New York. Parce que si on quittait la ville, c'était quelque part une défaite. Et elle considérait qu'ils avaient un bébé à l'époque. On ne pouvait pas exposer un bébé à un risque comme celui-là. Et donc, tu vois, je te donne cet exemple parce qu'il montre jusqu'où ça a pu aller. Les conseils, le traumatisme sur les gens, et à quel point ça a pu changer leur vie parfois. Et là, en l'occurrence, ces amis, le couple a explosé à cause du 11 septembre. Alors, on nous demandait tout à l'heure les unes de la presse. Alors, j'ai trouvé des unes de la presse américaine. On va en regarder quelques-unes. Et puis, promis, je vais vous trouver les unes de presse françaises juste après. Et il n'y a que les tours, évidemment, qui font la une. Et ça, c'est une image qu'on a aussi beaucoup vue, l'image après. Une fois les tours effondrées. Et d'ailleurs, je vais revenir dessus, cette image-là, on l'a vue pendant des semaines et des semaines, quand les pompiers, les secouristes travaillaient autour. Et c'est là aussi que George Bush Ira
Et il y a cette image qui est aussi très célèbre où tu le vois, il est effectivement sur cette pile de ruines Oui. avec un mégaphone et il parle et voilà. Et il est, alors c'est aussi pas seulement parce que George Bush est George Bush, mais parce qu'il y a une forme de réflexe patriotique. Il est à 90% de bonnes opinions dans les sondages dans la foulée du 11 septembre, parce qu'il y a aussi ce réflexe américain consiste à dire que voilà, le président est le président, il faut tous être unis derrière lui pour faire en sorte que voilà, il y ait face à cette menace et face à ces attaques un vrai réflexe d'unité nationale. Je cherche toujours, et ça y est, je trouve, regardez, heureusement que nos camarades de jeu sont là pour nous aider un peu. Je vais vous montrer, c'est le lendemain, donc la une de Libération. Est-ce qu'on peut l'avoir un petit peu plus grand? Non, je n'y arrive pas, décidément. Voilà, une de Libé, lancer le diaporama. Est-ce que ça va marcher? Hop, la une de... On va attendre que ça... Non. On va attendre que ça charge un peu, ça va venir. Hein. Ça va venir, on va les voir. Voilà, tu peux descendre d'ailleurs, et je pense que ce qui est, tu vois, là, tu as les journaux, le Daily News, alors, qui est un des... tout petit. Le Daily News, qui est un des deux tabloïds new-yorkais, qui dit voilà, c'est la guerre. Et je pense que voilà, c'est aussi le sentiment qu'on ressent, parce que voilà, effectivement, tu ressens que tu es les deux tabloïds, alors le Post et le News, voilà, titre sur la guerre, parce que effectivement, le sentiment largement partagé, c'est que c'est le début d'une guerre en réalité. Voilà. C'est comme ça qu'on le ressent. La guerre, c'est ce que dit aussi le Figaro. Je crois que vous êtes nombreux à, comme nous, regarder ces images et vous dire que même 20 ans après, ça fait froid dans le dos. Je vais te reposer. Alors, je sais qu'on en a parlé il y a 5 minutes, mais est-ce qu'on peut redire quelques mots du procès? Parce que il y a un nouvel internaute qui nous suit et qui se pose des questions autour de ce procès. Oui, alors, par définition, il n'y a pas pu y avoir de procès des terroristes, évidemment, puisqu'ils étaient dans les avions et qu'ils ont péri. Donc les procès visent les organisateurs. D'accord. Et donc les organisateurs, il a fallu évidemment le temps de les identifier, de les retrouver, de les capturer et de les amener, en l'occurrence, à Guantanamo, ce qui a pris plusieurs années. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a eu un délai très, très important. Et donc le procès a démarré, puis comme je te le disais, il a été interrompu en raison de la crise sanitaire, et puis là il va reprendre dans les prochains jours. Est-ce que tu connaissais des gens dans les tours, des victimes de ces attaques? C'est ce que demande DIMS 350. Pas directement, non, mais indirectement, oui, bien sûr, un certain nombre, et en particulier, il se trouve que le bureau que j'occupais était un bureau d'une des annexes du New York Times, donc tout près de la gare centrale, comme je te le disais tout à l'heure. Il y a 2-3 bureaux que chez moi. Il y avait un homme absolument, qui était un collègue formidable, et dont le fils se trouvait dans les tours. La trentaine, père de 3 enfants, et il n'en est jamais ressorti. Est-ce que je sens un petit peu de... Oui, on peut... je sens un peu d'émotion. On sent quand même que vraiment 20 ans après, c'est quelque chose de marquant. C'était terrible. Et j'ai beaucoup de collègues aussi qui travaillaient au Wall Street Journal. Et le Wall Street Journal, l'immeuble du Wall Street Journal est vraiment de l'autre côté de l'autre côté de la rue par rapport au World Trade Center. Donc eux n'ont pas été victimes, mais ont vu des choses absolument horribles, puisqu'ils ont évacué leur immeuble et leur bureau du Wall Street Journal au moment où il se passait des choses absolument épouvantables. Voilà, j'ai l'impression que d'avoir été là, même si on n'a pas été blessé, on n'a perdu personne, c'est traumatisant, rien que le fait d'avoir été à New York ce jour-là. Il y a une question assez intéressante que je me suis jamais posée. Est-ce que les carcasses des avions ont pu être extraites ou est-ce qu'elles ont été totalement détruites dans l'explosion? Est-ce qu'on a retrouvé des boîtes noires? Je suis incapable de répondre à cette question, j'en sais rien. Comme quoi, Thierry Arnaud n'a pas réponse à tout. Je ne sais pas. Les avions, évidemment, ils étaient en miettes, naturellement, puisqu'ils étaient surtout... les terroristes choisissent des vols qui vont traverser les États-Unis, parce qu'ils savent bien que si tu prends, et c'est le cas des 2 avions qui ont tapé à New York, des vols qui décollent de Boston pour aller sur la côte ouest, pour aller à Los Angeles, évidemment, ils vont être gorgés de kérosène, de carburant.
puisqu'ils en ont suffisamment pour 5 ou 6 heures de vol, et que par conséquent, l'explosion et l'incendie et tout ce que ça va provoquer va être d'autant plus massif que voilà, les réservoirs sont pleins. Pauline nous en a dit 2 mots tout à l'heure quand elle parlait de la jeune génération. C'est enseigné comment dans les écoles? C'est dans les livres d'histoire aux États-Unis? Oui, on en parle évidemment. Alors il y a des commémorations qui ont lieu tous les ans, mais voilà, à mesure que le temps passe, on en a évidemment parlé de moins en moins. Et puis voilà, comme le disait Pauline également en parlant des 60% de New-Yorkais qui aujourd'hui sont dans la ville, mais n'étaient pas à la ville le 11 septembre. Je pense qu'il y a une vraie différence entre ceux qui ont vécu et ceux qui n'ont pas vécu. Je peux te dire que ceux qui ont vécu, à chaque fois qu'un avion passe un peu bas avant d'aller se poser à LaGuardia, ils lèvent la tête et ils ne sont pas complètement tranquilles, quoi. Oui, tu sais que c'est enseigné aussi en France, hein, c'est dans les livres d'histoire, c'est étudié au collège en 3e et au lycée en terminale. D'ailleurs, si vous êtes au lycée et que vous étudiez ces attentats actuellement, racontez-nous, dites-nous comment ça se passe pour vous au lycée. Est-ce qu'il y a alors, il y a eu beaucoup de films, de séries. Est-ce qu'il y a des films qui t'ont particulièrement marqué? Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller, Thierry? Pour moi, le plus fort, ça reste le documentaire des frères Naudet, celui qui a été réalisé. En fait, les frères Naudet sont donc 2 frères qui sont des documentaristes. Et le hasard, parce que c'est le hasard, veut qu'ils sont à ce moment-là à New York, parce qu'ils sont venus, ce sont 2 Français, et ils sont venus réaliser ils décident de faire un documentaire sur les pompiers de New York. Et il se trouve que ce jour-là, ils sont avec les pompiers de New York dans la caserne qui est la caserne la plus proche du World Trade Center. Et donc, ils sont là quand les pompiers sont, dès le début. Quand les pompiers sont appelés, quand les pompiers interviennent, et personnellement, j'ai rien vu qui retranscrive, je trouve, de manière aussi juste, aussi forte. Alors évidemment, il est très dur à voir ce documentaire, mais il est extraordinaire et il est incroyablement puissant et émouvant parce qu'ils sont d'un bout à l'autre de la tragédie de ce jour-là, littéralement aux premières loges. Oui, et d'ailleurs, il y a une image de ce documentaire que vous avez probablement vu, parce que c'est une image qu'on voit beaucoup, c'est le premier avion qui rentre dans la tour. C'est le deuxième. C'est le deuxième. C'est le deuxième. La caméra... Le premier, sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'image. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont... Je vois l'image dont tu parles. Ils sont au contre-champ, ils sont, voilà, je pense, juste à côté de la caserne. À côté d'un pompier. Voilà, et il y a la fumée qui sort de la première tour, et sauf erreur de ma part, hein, je m'en souviens comme ça en tout cas, et d'un seul coup, on voit... Je vois l'objectif qui se lève. Et l'avion qui percute la deuxième. Qui percute la tour. Gaëtan B91 demande comment les services de secours new-yorkais ont changé depuis. Comment ça a évolué après le 11 septembre? Mais je pense que d'abord il y a eu des moyens évidemment renforcés. Voilà, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient dépassés totalement même si par définition on est toujours dépassé par un événement comme celui-là, mais là ils n'étaient pas prêts du tout à traiter des événements comme celui-là. On s'est rendu compte aussi que plus largement, comme je le disais tout à l'heure, il y avait peut-être d'autres menaces bactériologiques, nucléaires et d'autres, tu vois, voilà, auxquelles on n'était pas nécessairement préparé et qu'il fallait y réfléchir. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et je pense que dans ce qui a changé, il y a d'ailleurs ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que les moyens ont été renforcés. On a redéfini des modalités d'intervention. Mais après, voilà, je pense que quel que soit le degré de préparation et les moyens dont on dispose, dans des circonstances comme celle-là, ils y vont, ils interviennent et ils jouent leur peau, quoi. Thierry, on parle que des tours jumelles du World Trade Center depuis le début de ce live. Pourquoi on ne parle pas de Washington? On en parle beaucoup moins parce que je pense que c'est le côté... Parce que c'était moins impressionnant en termes d'image? Oui, sans doute, mais je pense que si tu veux voilà, c'est le... J'essaie de trouver un mot qui ne soit pas flatteur pour eux, mais les terroristes ont bien vu quel pouvait être le symbole le plus marquant. Ils ont parfaitement compris
ce qu'il fallait taper pour faire en sorte que symboliquement, on démontre qu'on mettait la puissance américaine à genoux. Donc là, on est du nord vers le sud, tu vois, sur ce plan. On voit évidemment l'Empire State Building qui est légèrement sur la droite et qui redevient ce jour-là la tour la plus élevée de New York après l'effondrement des deux tours. Et là, c'est le Pentagone. Qu'il y a un avion qui s'est crashé sur le Pentagone. Voilà, donc il y a 4 avions qui se crashent. Il y a les 2 avions qui se crashent dans les tours. Il y a un avion qui se crache sur le Pentagone. Et il y a un 4e avion dont il s'avère qu'il va finalement se crasher en Pennsylvanie. On a spéculé sur ce qui était sa cible, en disant que c'était potentiellement soit la Maison-Blanche, soit le Capitole. Il s'avère que ce serait plutôt le Capitole qui était visé, donc le bâtiment du Congrès et du bâtiment américain, parce qu'on considérait que la Maison-Blanche était trop protégée et qu'on n'arriverait pas à la taper avant que l'avion soit abattu. Et par conséquent, donc l'avion, le 4e avion est en l'air au moment où c'est le dernier à être en l'air, et les passagers sont alertés, ils reçoivent des coups de fil, et ils comprennent que en fait ils font partie de ce lot d'avions destinés à aller s'écraser sur une cible. Et l'histoire a été beaucoup racontée, et elle est évidemment formidable et émouvante à la fois, et donc il y a une espèce de mutinerie des passagers, c'est une histoire notamment absolument de quelques-uns, et qui décident, voilà, et il y a des mecs absolument incroyables qui se disent bon, de toute façon on va y passer, donc on va y aller, et on va aller planter l'avion pour qu'il ne puisse pas aller faire demi-tour et aller jusqu'à Washington et aller jusqu'au centre de la capitale fédérale. Et donc il se lance à l'assaut des terroristes, et les terroristes à ce moment-là comprennent que les minutes leur sont comptées. Et que probablement ils n'arriveront pas à garder le contrôle de l'avion jusqu'à la cible, et donc ils vont laisser l'avion s'écraser comme on le voit ici, au milieu de nulle part, à Shanksville en Pennsylvanie. Est-ce qu'un événement comme celui-ci, une attaque d'une telle ampleur pourrait se reproduire? Alors, sans doute pas la même, parce que je pense que voilà, maintenant sur ce type de scénario est quand même identifié. Après, sur une telle échelle, avec une telle organisation, ça serait pas la même chose. Mais la menace terroriste, elle est toujours évidemment très, très présente. Il faut pas se faire d'illusions. Donc ça prendra peut-être pas, et sans doute pas, ça ne prendrait sans doute pas la même forme. Mais est-ce qu'une attaque terroriste de masse reste possible? Oui, bien sûr. Comment ça c'est une question de Mika, de art Mika. Le monde a changé donc pour tout le monde. Comment ça a changé pour les médias? En tant que journaliste, ça t'a changé? Ça a changé ta façon de travailler? Je crois pas. Voilà, je pense que si c'est quand même le début du tout en direct, en tout cas en France. Oui. C'est la première fois qu'on a des éditions spéciales comme ça. Bien sûr, mais le tout en direct, il serait arrivé sur un autre événement si ça n'avait pas été celui-là. Donc on ne veut pas dire que le tout en direct soit le produit du 11 septembre. Je veux dire, voilà. En plus, il se trouve que moi, à l'époque, je suis journaliste dans un quotidien, un journal de presse écrite. Papier, donc je ne suis pas directement concerné par ça. Mais je pense que le métier a évolué de manière évidemment considérable en 20 ans, mais pour le coup, pas nécessairement en étant le résultat du 11 septembre. Twister 1062, on passe du coq à l'âne un peu, mais en même temps, moi je suis les questions des internautes. Je vais vous remettre une photo parce qu'on va reparler de George Bush. On me demande, il était où George Bush, le président des États-Unis, au moment de l'événement, et comment a-t-il réagi? Alors déjà, on va vous montrer sa tête quand on lui a annoncé la nouvelle. J'ai gardé la phrase, je l'ai notée, tiens. Je sais ce que lui dit son chef de cabinet. Il lui dit, un deuxième avion a frappé la deuxième tour, l'Amérique est attaquée. Voilà. Il lui a dit 2 phrases très très courtes, parce qu'il était dans une école avec des petits-enfants. Il ne fallait surtout pas qu'il panique, le président. Il est en train de... Donc il est à Sarasota, en Floride. Il est dans une classe de jeunes enfants en train de faire la lecture.
Et effectivement, c'est Andrew Card qu'on voit sur cette image, qui est donc ce qu'on appelle le Chief of Staff aux États-Unis, le secrétaire général de la Maison-Blanche, le bras droit du président, qui vient dire à l'oreille du président américain ce qui est en train de se passer. Alors c'est un jeune président à l'époque, George Bush, on est en septembre 2001. Il n'est aux affaires que depuis quelques mois seulement. Il a été élu en 2000 et donc il a prêté serment en janvier 2001. Et évidemment, voilà, c'est évidemment une nouvelle présidence pour lui qui commence. Et pour le coup, le 11 septembre, évidemment, change totalement le cours de sa présidence, puisque derrière, ça sera les guerres d'Irak, d'Afghanistan, ce sera le tournant même sécuritaire aux États-Unis avec le Patriot Act dont je te parlais tout à l'heure. Et c'est sur cette ligne qu'il va continuer sur sa présidence et qu'il va être porté vers sa réélection en 2004. Ce jour-là, il a parlé aux Américains, il a fait plusieurs allocutions. Oui, alors pas dans les premières heures, puisque je te le disais, dans les premières heures, en fait, paradoxalement, on perd la trace du président américain pendant. Et on ne sait pas où il est, on sait juste qu'on l'a remis dans son avion parce qu'il a été considéré qu'en fait, c'est là où c'était le plus sûr pour lui. Voilà. Et c'est là, effectivement, où tu te dis, si on en est là, si on est obligé de. Les autres membres du gouvernement, de planquer le président américain dans Air Force One pour voilà. Ils sont à Washington en fait, ils sont mais voilà. On les met tous aux abris. Oui, enfin, je pense que de mémoire, le vice-président Dick Cheney à l'époque a été provisoirement mis dans le bunker de la Maison Blanche et les autres protégés aussi selon leur statut. Donc il tourne dans son avion, puis il va se poser dans une base militaire. Et puis finalement, les choses vont entrer dans l'ordre et dans la soirée, il va effectivement s'adresser aux Américains. Alors ça, j'imagine que tu l'as écouté, comme tous ces Américains, cette allocution. T'as ressenti quoi en écoutant? Tu l'as trouvé bien? Il a bien parlé? Je crois que il a dit des. J'en regarde pas de souvenirs. J'en regarde pas une opinion, si tu veux, particulièrement tranchée dans un sens ou dans l'autre. Ce jour-là, il dit des choses finalement assez évidentes, quoi. Voilà, il dit on a été attaqué, on ne cédera pas. Voilà, la réplique sera là et ceux qui ont commis ces actes vont être punis. Enfin, tout ce que tu peux attendre. Il lance évidemment un appel à l'unité nationale. Et voilà. Et très vite, je ne sais pas si c'est ce soir-là ou dans les jours suivants, il ajoutera quelque chose qui est très important et pour laquelle il faut lui faire crédit. C'est-à-dire que dès qu'on commence à identifier ou à soupçonner les auteurs des attentats, il refusera et il rejettera toute forme d'amalgame entre les terroristes et les musulmans, et les musulmans américains en particulier. Et ça sera évidemment très important, même si ça n'empêchera pas évidemment une forme de réaction qui évidemment sera difficile pour les musulmans américains. Vettel 5 nous demande si ce genre d'attentat a été envisagé contre la France. Alors déjà à l'époque, la cible, c'est que les Américains ou c'est aussi l'Europe? C'est surtout les États-Unis. C'est le grand Satan américain à qui on veut faire payer toute une série de choses. Mais c'est vraiment les États-Unis en premier. Mais les États-Unis en tant que, j'allais dire, chef de file de l'Occident, quoi. Voilà, en tant que symbole de la civilisation occidentale et de sa prétendue supériorité. Donc la cible est fondamentalement américaine. Oui. Tu retournes à New York de temps en temps? Mais écoute, il se trouve qu'après 2001, j'ai encore vécu 1 an à New York, et puis j'ai vécu à nouveau à New York entre 2005 et 2009. Donc j'ai revécu près de 5 ans à New York après les attentats. Est-ce qu'à chaque fois que tu y vas, tu y repenses? Oui, parce que la skyline n'est plus la même. Et donc, il y a toujours un moment que j'aime beaucoup quand tu atterris à Kennedy et que soit tu sors du Midtown Tunnel, soit tu passes par le nord et tu arrives sur ce qu'on appelle le FDR, qui est un peu le périphérique, et où tu vois la skyline de Manhattan, qui est toujours un moment très émouvant pour moi. Mais même si tu arrives par l'est, c'est-à-dire par l'autre côté,
tu vois plus ces tours quand tu émerges et que la silhouette de Manhattan apparaît. Donc oui, tu lui penses toujours parce que quelque part, elles ne sont plus là. Donc, alors il y a maintenant ce bel édifice qui est la Freedom Tower, la tour de la liberté, qui est encore plus haute. C'est aussi très américain comme réponse d'avoir construit une tour qui est encore plus haute que les précédentes, puisqu'elle fait aussi, autre symbole, 1776 pieds. Voilà. Mais oui, on y pense forcément parce qu'elles sont plus là. Et quand tu vas dans le quartier a évidemment beaucoup changé. Et je pense que oui, tous ceux qui ont vécu ce moment-là, ils l'oublieront jamais. Et même ceux qui n'y étaient pas et qui l'ont vécu devant leur télé ne l'oublieront jamais, j'en fais partie. Et je suis toujours sidérée par ces images. J'ai le temps de conclure, Thierry. Merci infiniment d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous envoyer vos idées, vos demandes de sujets. Moi, je serais ravie de venir vous revoir et de refaire un Twitch avec vous et de répondre à vos questions sur un autre thème. Donc, envoyez-les nous. À bientôt. Merci.